Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien et que le premier épisode, sur la batterie de Bagdad vous passionne. Moi je trouve ça vraiment incroyable en fait, qu'à l'époque déjà, on puisse concevoir ce genre de technologie et j'espère que vous êtes aussi émerveillés que moi. Dans cette deuxième partie, on va détailler comment cette batterie fonctionne réellement, et on va essayer d'analyser un petit peu ensemble toutes les expériences scientifiques modernes, qui la concernent. Donc j'espère que ça va vous plaire, en tout cas cet épisode, et que vous avez pu aussi résoudre en partie l'énigme. Allez, commençons. Donc nous sommes en 1940, dans un laboratoire d'archéologie expérimentale. Un scientifique verse donc un liquide acide dans une réplique de la batterie de Bagdad, donc ils ont répliqué la batterie, et quelques secondes plus tard, une légère décharge électrique se produit. Les visages des chercheurs s'illuminent bien sûr, la batterie fonctionne. Mais il y a quand même une question qui demeure. Si l'Antiquité possédait déjà la technologie nécessaire pour produire de l'électricité, pourquoi ne l'a-t-elle pas exploitée davantage? Et c'est là qu'on va examiner, analyser ensemble dans cette partie le fonctionnement scientifique de cette batterie et les possibles usages, et les expériences qui ont été tentées de prouver en fait, qu'elle était réellement en fait une pile. Allez, commençons. Déjà par décomposer un peu le dispositif. Déjà, la structure de la batterie de Bagdad est simple mais ingénieuse. Vous avez déjà plusieurs composants principaux. Tout d'abord, un récipient en argile. Donc c'est le contenant et l'isolant thermique. Ensuite, vous avez un cylindre en cuivre qui agit comme une électrode positive, donc on l'appelle la cathode, donc qui est à l'intérieur, du récipient bien sûr. Au centre, vous avez donc une tige de fer qui sert d'électrode négative, donc l'anode. Et puis bien sûr, par-dessus, pour refermer, vous avez un bouchon de bitume qui évite donc l'évaporation du liquide et protège aussi l'intérieur. Donc lorsque ces éléments sont combinés et immergés, dans une électrolyte, donc du vinaigre, du jus de citron, eh bien, il y a une réaction chimique qui se produit, qui génère une petite tension électrique, donc 1,1 volt ou 2 volts. Alors bien sûr, moi j'ai dit vinaigre, jus de citron, mais ça pourrait être du jus de raisin aussi. Voici le premier indice pour vous. Un ancien traité romain décrit une substance permettant de purifier les métaux. C'est quand même plus facile, je trouve. Je pense que vous allez trouver, je pense. Allez, parlons maintenant des expériences modernes. Depuis la découverte de cette batterie, il y a plusieurs scientifiques, bien sûr, qui ont tenté de prouver le fonctionnement. On va essayer d'en énumérer quelques-unes. Première expérience est celle de Willard, donc Willard Gray, en 1978. Alors, il a recréé la batterie de Bagdad et il a remplacé l'électrolyte d'origine par du vinaigre. Donc, le résultat, c'est un courant électrique de 1,5 volts à 2 volts, donc suffisant pour faire réagir un fin filament de métal, par exemple. Deuxième expérience, le test sur le plaquage électrochimique. Donc les chercheurs, ils ont plongé un objet métallique, dans une solution connectée à la batterie, et après quelques minutes, il y a une fine couche de métal qui s'est déposée sur l'objet. Et donc la batterie aurait pu être utilisée pour dorer ou argenter des objets. Allez, deuxième indice pour vous, un bijou antique mésopotamien contient des traces de plaquage d'or électrochimique. Voilà, j'espère que ça vous met sur la piste. Alors comment les Parthes auraient-ils découvert l'électricité en fait, Il est probable que la batterie de Bagdad n'ait pas été conçue volontairement comme une pile électrique en fait, Les Parthes connaissaient les réactions chimiques pour extraire les métaux. Donc en laissant des métaux immergés dans des liquides acides, ils auraient pu observer une réaction, qu'ils ont ensuite exploitée bien sûr. Alors l'hypothèse que je vous propose, c'est qu'ils auraient découvert par hasard que certains liquides permettaient de déposer une couche métallique sur des objets. Troisième indice, un manuscrit arabe médiéval parle d'une eau magique en fait, qui est utilisée par les alchimistes. Je le répète, peut-être si vous ne m'avez pas entendu, un manuscrit arabe médiéval parle d'une eau magique utilisée par les alchimistes. Allez, on va faire maintenant quelques comparaisons avec la technologie moderne. Donc, la batterie de Bagdad, elle est souvent comparée en fait à la pile de Volta en 1800. Mais il y a quand même des différences majeures. Alors, tout d'abord, je vais essayer de vous le décrire simplement, mais vous avez donc, je vais vous énumérer les caractéristiques de la batterie de Bagdad, et je vais vous énumérer, pour comparer, les caractéristiques de la pile de Volta. Donc la batterie de Bagdad, c'est moins 250 avant Jésus-Christ,
Et la pile de Volta, c'est 1800 après Jésus-Christ. Alors déjà, on va commencer par la caractéristique de la batterie de Bagdad. Déjà, la source d'énergie, c'est un liquide acide naturel, donc du vinaigre. La tension produite, c'est 1,1 volt à 2 volts. Et l'usage supposé, c'est le plaquage électrochimique ou pour des rituels. Et en ce qui concerne en tout cas la transmission des savoirs, c'est une technologie perdue après la chute des Parthes. Concernant la pile de Volta, sa source d'énergie, c'est l'empilement de plaques de cuivre et de zinc. La tension qu'il produit peut aller jusqu'à 30 volts. L'usage supposé, c'est que c'est les premiers circuits électriques, hein, je pense que vous connaissez. Et en ce qui concerne la transmission de savoir, c'est utilisé pour le développement de l'électricité. J'espère que vous avez visualisé un peu la comparaison. Donc si la technologie de la batterie de Bagdad avait été mieux comprise et développée à l'époque, en fait, elle aurait pu carrément révolutionner l'histoire des sciences, mais complètement plus tôt. C'est un peu comme la machine anticitaire, voilà. Si les Romains n'avaient pas foutu un peu le bazar, eh bien, tous les savoirs auraient pu être transmis de génération en génération, ce qui aurait pu nous permettre potentiellement de faire un bond technologique de plusieurs centaines d'années. Honnêtement, je le dis pas avec des pincettes, je le dis vraiment. Voilà. Donc le quatrième indice pour vous, c'est un temple antique qui contenait des statues métalliques censées s'animer. Intéressant, hein? Alors après, on va essayer de parcourir un peu les autres usages possibles de cette batterie de Bagdad. Et il y a 3 hypothèses principales qui existent concernant cette utilisation réelle en fait de la batterie. Déjà, la première, c'est une batterie pour l'électrolyse en fait, donc c'est la théorie la plus acceptée. La batterie, elle aurait été utilisée pour redécouvrir des objets en cuivre avec une fine couche d'or ou d'argent, et aussi les expériences modernes prouvent que cela fonctionne en plus. Deuxième théorie, ça pourrait être effectivement un dispositif médical. Donc c'est une théorie spéculative, mais elle mérite quand même d'être dite. Il y a certaines théories qui suggèrent que les décharges électriques faibles auraient pu en fait être utilisées pour stimuler le corps humain dans des rituels de guérison. Voyez. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas de preuve historique pour confirmer cela. Troisième et dernière hypothèse, une hypothèse alternative, est-ce que c'est un objet rituel ou mystique? Les temples antiques, ils utilisaient parfois des phénomènes physiques impressionnants pour asseoir leur pouvoir et impressionner la foule. Et certains pensent que la batterie était utilisée en fait pour allumer des lampes dans des rituels sacrés. Voici le 5e indice de cet épisode. Un texte égyptien décrit un feu divin utilisé par les prêtres. Allez, on va conclure sur cet épisode. J'espère que vous avez pu regrouper un peu tous les indices et que vous allez réussir à trouver une partie de l'énigme. Tout d'abord, la batterie de Bagdad donc, fonctionne bien comme une pile et elle peut produire un courant électrique de faible intensité. Ensuite, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'elle servait au plaquage électrochimique. Mais des usages rituels ne sont pas à exclure, bien sûr. Et cette découverte, elle prouve que l'Antiquité avait des connaissances en chimie très avancées et que certaines technologies peuvent être redécouvertes bien plus tard. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez tous les indices que je vous ai disséminés un peu partout. Et donc, quelle est selon vous la véritable fonction de la batterie de Bagdad? Déjà, si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça sera cool de voir un peu vos idées. Vous avez remarqué aussi que j'ai baissé un peu le niveau d'énigmes. J'ai choisi de baisser un peu le niveau, j'ai trouvé que c'était un peu difficile. J'ai partagé cette énigme, l'énigme d'Anticitaire ou même les anciennes énigmes à d'autres personnes et qui m'ont dit bon voilà c'est un peu costaud quand même. Donc j'ai rabaissé un peu le niveau et j'espère que vous serez très nombreux à participer. Voilà. J'espère qu'en tout cas cet épisode vous a plu. Pour la prochaine partie, on parlera bien évidemment toujours de la batterie de Bagdad, donc on essaiera de décrire un peu plus l'impact scientifique et surtout aussi les transmissions de savoir. Voilà, j'espère que cela va vous plaire comme d'habitude, quoi. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.